Bienvenue dans cette deuxième partie. Dans la première vidéo, nous avons introduit le MVVM, mais l'aspect qu'on a surtout vu, c'est le côté view, donc notre formulaire ainsi que à quoi va ressembler la liste de nos produits. Dans cette deuxième partie, nous allons surtout introduire les autres aspects du MVVM, à savoir les modèles ainsi que les view modèles. Alors, les modèles vont nous permettre de créer la base de données grâce à Entity Framework, qui est un ORM qui est là pour nous empêcher vraiment d'écrire des requêtes SQL. Bien évidemment, nous allons faire des requêtes, mais ça sera avec un autre langage qu'on appelle le LINQ. Alors, sans pour autant perdre de temps, on va directement passer à la création de nos modèles. Pour ce faire, on va les mettre dans un dossier modèle pour pouvoir mieux organiser. Dans ce dossier modèle, il y aura en fait que des classes C Sharp. On va utiliser des classes C Sharp qu'on pourra réutiliser dans notre projet, mais qui vont aussi en fait être mappées aux tables dans la base de données. Donc là, je crée une classe produit qui va en quelque sorte représenter la table produit dans la base de données. Sauf que là, je peux en même temps l'utiliser en tant que table, mais également en tant que classe pour créer des objets produits, par exemple, dans mon application, dans mon projet. Là, je la rends publique pour pouvoir l'utiliser un peu partout. Bien évidemment, au niveau de produits, on aura les différentes propriétés qui vont correspondre aux différentes colonnes dans la base de données. Donc, on a le ID, on a le nom, on aura également le prix et la quantité. Donc, au niveau de la quantité, c'est un peu ce qu'on a au niveau de formulaire. Donc, get set. Après la quantité, on aura le prix, donc, et ainsi que la catégorie. Donc la catégorie, ça va être une clé étrangère de la table catégorie qu'on va appeler catégorie ID. Et puis on fait un get set. Donc après produit, on aura également la classe, la table catégorie. Donc je fais la même chose public. Ici j'ai également le ID, donc ID de catégorie. J'aurai bien sûr un nom, une description, ainsi qu'une liste. Donc au niveau de catégorie, comme une catégorie peut avoir plusieurs produits, c'est-à-dire on aura une liste de produits. C'est-à-dire ici, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a dit que à travers maintenant cet objet qu'on appelle produit, donc cette propriété, on pourra en fait récupérer tous les produits qui sont liés à une catégorie bien précise. Donc je vais faire la même chose, je vais lier également la classe ou bien l'objet catégorie au niveau de produit. Donc ici, lorsqu'on va récupérer le produit, on peut dire de nous récupérer également cet objet, donc la catégorie à laquelle il est lié. Alors là, j'ai mon modèle, j'ai juste deux classes, donc j'aurai deux tables au niveau de ma base de données. Donc maintenant, pour pouvoir ce faire, je vais ajouter un DB contexte. Donc j'aurai également un dossier que je vais appeler application DB context qui sera en fait le dossier de configuration de la base de données. À l'intérieur de ce dossier, j'aurai également une classe appdb context. Bien, on peut l'appeler également stockdb context, une classe publique. Maintenant, pour pouvoir utiliser Entity Framework, donc il faudrait qu'on ajoute le package. Donc, on peut venir au niveau de projet, faire clic droit, aller au niveau de Manage Nugget Package. Ensuite, on va aller au niveau de Browse et puis on va chercher Entity Framework, comme ici. Donc là, ça charge. Et puis, au niveau de Entity Framework, donc on va utiliser le Entity Framework Tools. Je ne le vois pas ici, donc je vais ajouter Tools. Voilà, donc c'est ça que j'ai ici. Je clique sur Install.
Ça va me demander si j'accepte, oui. Et puis voilà, il est installé. Donc après le tool, je cherche aussi SQL Server. Donc Entity Framework, SQL Server. Le SQL Server, en fait, c'est ça qui va être considéré comme le SGBD qu'on va utiliser. Donc si c'est avec Postgres que vous allez ou MySQL, suffit de changer le SQL Server par le nom de votre SGBD et puis vous pourrez l'utiliser. Donc là, il est bien installé aussi. Là, je ferme mon NuGet package et je reviens à partir de là. Je pourrais maintenant importer ou bien hériter de la classe DBContext. Donc la classe qui se trouve en réalité au niveau de Entity Framework Tool que je viens d'installer. Donc elle s'appelle DBContext. C'est elle la classe originelle. Donc si elle ne vient pas, il va falloir faire un using de Entity Framework. Donc Microsoft.Entity Framework. Et puis c'est bon. Donc ici, dans cette classe, en fait, c'est là que je vais définir mes différentes tables. Donc ça se fait avec l'attribut db7. En fait, lorsque vous dites db7, vous passez le nom de la classe ainsi que le nom que ça va prendre dans la base de données. Donc là, je dis que ma classe produit sera automatiquement mappée dans la base de données avec la table produit. Donc produit avec S, je peux enlever le S à moi de voir comment je veux les adapter. Donc, ainsi que pour catégorie aussi, je fais la même chose. Donc, après cela, là, je vais venir faire mes configurations, c'est-à-dire, je vais faire un override de la classe on configuring parce que c'est en fait elle qui va me permettre de faire ma configuration de toute la base de données. Donc, quel est le serveur auquel je dois me connecter, quel est le nom de la base. Donc là, c'est la configuration qu'elle m'amène par défaut. Je ne veux pas de ça, je vais utiliser ce option builder. Donc, je vais lui dire use SQL Server. En fait, c'est pour ça qu'on a installé l'autre package SQL Server. Si c'est Postgres, vous allez également utiliser use G Postgres. Et ici, je précise c'est quoi le serveur. Donc ici, comme je vais utiliser un serveur en local, déjà, et Visual Studio vient avec un serveur intégré, donc c'est lui que je vais utiliser. J'utilise c'est localDB. Donc en fait, il ne va pas aller chercher loin et je lui dis slash, c'est que tu vas utiliser, c'est le MS SQL. Donc le MS SQL, en fait, c'est le Microsoft SQL. Et puis, c'est lui qui est intégré en réalité au niveau de Visual Studio. Donc, je n'ai pas besoin d'SGBD externe pour pouvoir l'utiliser. Je peux directement le faire ici. Donc, ici, j'ajoute un arrobas pour que ça prenne. Et au niveau de database, donc je peux l'appeler gestion des stocks, Trust Connection, il faut le mettre à true pour que Visual Studio puisse en fait faire des transactions, des opérations sur ce serveur. Donc ça, j'ai pas vraiment besoin de ça, même si on ne le met pas, ça va marcher. Donc là, j'ai configuré ma base de données, je lui ai donné un nom, et là, il va aller chercher sur ce serveur. S'il trouve cette base de données, il va la mettre à jour, il va ajouter ses différentes tables. S'il ne la trouve pas, il va la créer, puisque ça veut dire qu'elle n'existe pas. Donc, après ça également, je vais faire un override d'une méthode. Donc, je vais en fait un peu modifier son contenu originel. Et la méthode s'appelle onModelCreating. Donc, onModelCreating, ça veut dire lorsqu'on va en fait appliquer la migration, lorsqu'on va créer le modèle, le schéma de la base de données. Donc, comment on veut que les entités soient mappées, quelles sont en fait leurs relations, quelles sont les contraintes qu'ils ont. Donc, pour cela, je vais dire modèle builder. Et puis, je vais dire il faut me vérifier l'entité qui s'appelle produit, donc qui est mappée à la classe produit. Donc, si tu la vois, en fait, elle a une clé. Donc, elle a en fait une catégorie. Lorsque je fais là, je vais utiliser les fonctions fléchées. Donc, je vais dire P.catégorie, ça veut dire produit, en fait, point catégorie. Donc, il a une catégorie. Là, c'est une contrainte. Mais cette catégorie, en fait, elle a plusieurs produits quant à elle. Donc, on va mettre C pour catégorie et C point product. Donc, produit là qu'on a mis au niveau de catégorie, c'est ça qu'on est en train d'utiliser ici. Donc, ça veut dire que ça a plusieurs produits, la catégorie. Et maintenant, on va ajouter la dernière contrainte, donc has foreign key. Ça veut dire qu'elle a une clé étrangère au niveau de produit. Et c'est quoi la clé? C'est P.category ID. Donc, c'est ça
clé-là, on a vraiment fait toute la configuration. Donc, on a dit qu'un produit ne peut prendre qu'une seule catégorie. Par contre, cette catégorie peut avoir plusieurs produits, donc naturellement. Et puis, cette entité produit a comme clé étrangère P.catégorie. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on les a mappés. Là, elle va aller au niveau de le type de cette classe et elle va chercher son ID, donc sa clé primaire, et c'est ça qu'elle va en fait mapper avec cette clé étrangère. Donc là, j'ai fini la configuration de ma base de données. Vous voyez, c'est vraiment très simple. En quelques lignes, j'ai mis les tables, les contraintes, la base de données, le serveur, tout ça. Donc là, je peux directement passer à la création de ma base de données. Et pour passer à la création de la base, donc il faut passer par le PM ou le Package Manager. Donc, le package manager, en fait, c'est pas quelque chose qui est spécifique à WPF ou .NET. C'est un peu partout. Vous allez le voir dans plusieurs frameworks. C'est un outil qui est là pour la gestion des packages. Donc là, si je viens et au niveau de Nugget Package Manager, je vois la console, je l'ouvre et là, quand je vais taper les différentes commandes, en fait, c'est ça, c'est lui qui va s'en charger de les traduire, par exemple, à requête SQL ou bien en ce dont on a besoin. Par exemple, là, il y a ce qu'on appelle les migrations. Donc, je peux lui dire add migration init. Donc là, c'est le nom de la migration et là, c'est la commande. Donc, les migrations, en fait, c'est elles qui permettent de garder un historique de la base de données. Et puis, à chaque fois que vous faites une modification sur votre base, que ce soit sur une propriété du modèle, par exemple, on ajoute une nouvelle propriété ou même une nouvelle table. Donc, c'est vraiment lui qui va s'en charger de garder le historique. Comme ça, après, lorsque vous voulez faire un backup ou un retour sur une ancienne version de la base, donc il va gérer ça. Également, toujours en gérant ce historique, en fait, lorsque vous allez ajouter une nouvelle migration, il va juste comparer à la précédente et voir quelles sont les nouvelles choses qu'il faut apporter à la base de données. Et c'est uniquement ça qu'il applique. Donc, mettant cette, en mettant cette commande, en fait, il va générer un dossier migration dans lequel il va garder tout le historique de changement qu'a subi la base de données. Donc là, vous voyez, il vient de me créer ma migration. La migration, elle a deux étapes. Il y a le up et puis le down. Donc le up, en fait, c'est ce qu'elle va faire actuellement lorsqu'on va faire update database. C'est tout ce qui est dans le up qu'elle va ajouter. Maintenant, lorsqu'on va faire remove migration, donc retourner à une migration en arrière, il va faire le down. Donc le down, c'est d'enlever vraiment les tables et puis retourner à une version ancienne. Donc là, j'ai mon dossier migration. C'est à l'intérieur que se trouve cette migration. Je peux enfin passer à la création de ma base de données. Pour créer la base de données, c'est très simple. Il suffit de taper la commande update database et puis il va aller créer. Donc, il va appliquer la dernière migration qu'il va trouver dans le dossier migration. Donc, je mets update database entrée et puis il va builder. S'il n'y a pas d'erreur, il va me créer mes tables ainsi que les différents champs. Donc là, il dit que cette base de données existe déjà. Ça veut dire que je dois changer de nom et puis l'appeler par exemple tout simplement gestion stock. Ok, donc là, j'ai changé le nom de la base. J'ajoute une migration init 1 par exemple. Ok, donc là, il n'a rien trouvé parce que j'ai pas touché en fait à aucune entité. Je fais tout simplement update database. Donc le add migration init là n'était même pas nécessaire. Donc là, vous voyez, il me dit done. Ça veut dire que ça a marché. Il a appliqué ces deux migrations. Là, j'ai ma base de données créée et je peux l'observer dans le SQL, dans le serveur Explorer. Donc, si je viens ici, j'aurai la base de données gestion stock. Ici, par exemple, dans database, j'aurai gestion stock. Donc, c'est ça que je viens de créer. J'ai les différentes tables, à savoir catégories et produits. Et je peux même observer les différentes données qu'il y a à l'intérieur, si bien sûr, il y a des données. Donc là, naturellement, ça va m'afficher des données vides. Donc maintenant que j'ai ma base de données, je peux passer au CRUD en tant que tel. Donc j'aurai naturellement besoin d'un dossier view model dans lequel va se trouver la logique métier de mon application. Donc tout ce qui concerne, et, on va dire, traitement ou opération. Donc c'est là-bas que ça va se trouver. J'ajoute un new folder que je vais appeler view models. Donc on peut avoir plusieurs view models. Chaque page peut avoir son view models. Les view models, en fait, eux aussi, ce ne sont que des classes. Et je vais l'appeler comme le nom de cette page, ça s'appelle main window. Donc je l'appelle aussi main view model.
Donc, c'est mon view model principal. Donc, il est là. Je vais également rendre ça public. Et puis, maintenant, à travers ce view model, je vais pouvoir créer les différentes propriétés. Donc, pour pouvoir en fait utiliser ce view model au niveau de ma view, je dois le rendre observable, donc comme un objet observable. Et pour pouvoir le faire, donc en fait, c'est avec observable object. Là, j'ai pas vraiment le package pour pouvoir le faire. Je vais devoir aller installer ça. Donc, je retourne dans mon Nuget package et puis je vais browse. Et au niveau du browse, je vais chercher le community toolkit. Donc, c'est le community toolkit qui nous permet de faire ça. C'est un package qui est là vraiment pour pouvoir nous faciliter la vie et utiliser certaines fonctions déjà préétablies du MVVM. Donc, j'accepte. J'attends quelques secondes que l'installation finisse. Et là, c'est bon. Donc, je peux retourner et utiliser tranquillement mon observable object. Mais pour ce faire, je dois ajouter le toolkit que je viens d'installer. Donc, je dois faire un using de MVVM toolkit. Donc, pour pouvoir l'ajouter, ce que je vais faire, j'écris directement son nom, c'est le community toolkit.mvvm en component model. Et là, je peux directement utiliser mon observable object. Donc là, j'ai fait hériter cette classe, mon main view, pour dire que c'est observable. Ça veut dire qu'il peut être vu directement au niveau de la vue. Donc pour les communiquer, maintenant, je viens au niveau de mon code behind. Et juste après le initialize component, je lui dis, en fait, il y a un binding ou bien un data context comme on est au niveau de WPF. Donc son data context, en fait, ça va être le new main view model. Donc, je peux mettre le nom ici ou bien je fais un using de gestion des stocks.viewModel. Donc là, ça m'évitera d'écrire ça. Et là, il voit directement le main view model. Donc, si je retourne au niveau de mon main view model, la première des choses qu'il faut faire, c'est déjà définir les différentes propriétés. Donc, les propriétés private et puis public. Donc, comme propriété private, on aura le nom. Donc, le nom du produit, on va juste mettre ça type string, donc c'est une chaîne de caractères. Et puis, après le nom, nous aurons description. On n'a pas de description de produit, on a par contre quantité. Donc, la quantité, elle est de type int, non string. Et après la quantité, nous avons le prix. Et après, nous avons aussi la catégorie. Donc, au niveau de catégorie, nous allons définir un private qui sera de type catégorie et qu'on va appeler selected category, donc la catégorie qui est sélectionnée. Catégorie. Et puis là, on a nos propriétés privées. Donc, au niveau de ces propriétés privées-là, on va définir également une liste de catégories parce qu'on va afficher les différentes catégories. Par contre, là, on n'a pas besoin assez que ça soit privé. Donc, on peut directement les définir comme public parce que tout compte fait, ça sera directement bindé. Donc, à part ça, nous avons également la liste des produits. Donc, ils auront eux leur getSet directement ici parce qu'elles sont publiques. Donc, getSet et ici également, on aura le getSet. Donc, maintenant, nous allons définir les propriétés publiques de ces différents composants. Donc, à savoir le nom. Le nom ici au niveau de set, c'est qu'on va faire. Donc, on va dire que le nom, on va prendre la valeur, vous pouvez le faire comme ça. Ou bien, on va avoir un autre type ici. Mais en fait, c'est pas suffisant. Donc, définir uniquement la valeur n'est pas suffisant au niveau du nom. On doit également mettre un événement. Donc, sur onPropertyChange, cela veut dire qu'il va automatiquement mettre à jour le nom dès qu'il y a un changement. Donc, c'est cette propriété qui permet de faire ça. On va l'utiliser un peu partout. Donc, après le nom, nous avons la quantité. La quantité, on va mettre ça type int et elle aura également la même chose. Donc, ici, au niveau de faire le setProperty, vous pouvez utiliser quantité et reçoit value. Donc, c'est la même chose en fait que ce qu'il y a ici. C'est juste
Ça, c'est une façon beaucoup plus moderne de définir les setters. Donc, après les quantités, nous avons le prix. Aussi, c'est la même chose. Et après le prix, on a les selected categories. Donc, qui sera de type catégorie, cette fois-ci public. Et puis, voilà. Donc là, on a nos différentes propriétés qu'on a définies. Et maintenant, on va définir un constructeur. Donc, c'est au niveau de ce constructeur qu'on va définir, en fait, tout ce qu'on n'a pas pu définir en haut. C'est-à-dire les listes là qu'on a définies, en fait, on ne les a pas instanciées. Donc, il n'y a pas d'objet, en fait. Lorsqu'on va essayer de les utiliser comme ça, elle va nous dire object not set to a reference. Donc, en fait, il n'y a pas d'instance de cet objet. Donc, il faut faire un new. Et puis ici, au lieu de liste, on va utiliser les observable collection. Donc les observable collection, en fait, leur différence avec les listes est que eux n'ont pas besoin à ce qu'on recharge pour qu'ils se mettent à jour. Donc dès que l'objet change, automatiquement au niveau de la vue, ça va changer. Donc c'est ça vraiment leur avantage. Donc ce sont eux les observable collection. C'est bon. Donc là, pour pouvoir les utiliser partout, ça doit vraiment être à tous les endroits. Donc, c'est soit c'est des listes, soit c'est des observables. Si on décide d'aller avec des observable collection, ça sera ainsi partout. Donc, produit ainsi que catégorie. Donc, les catégories aussi, on va faire la même chose ou bien on dit juste new. Donc, lui, il va prendre directement son type. Donc, on n'a pas besoin de lui dire ce type parce que en réalité, c'est une répétition. Donc là, nous allons créer notre première classe qui va en fait nous permettre de charger les données et les afficher au niveau de la liste. Donc on va faire ça dans une méthode qu'on va appeler load data. Donc elle est de type void. Elle sert juste à charger les données. Et puis ici, donc c'est qu'on va lui dire. Et en fait, pour pouvoir charger les données, il faudrait qu'on appelle le DB contexte parce que c'est lui qui connaît le modèle, c'est lui qui connaît les différentes tables. Donc pour pouvoir le faire, on va lui dire private read only. Donc lui, en fait, il n'est pas modifié, sa valeur n'est pas modifiée. On est juste là pour l'utiliser. Donc on l'a appelé appdb context. Donc ici, on peut l'instancier ici, appdb contexte. Donc, c'est ça ici. Et puis, on lui donne un nom, par exemple, contexte. Donc, ce contexte-là, maintenant, c'est lui qui connaît les modèles. C'est lui qui va nous permettre de charger les données à partir de la base de données ainsi que les ajouter. Donc, ici, on va créer une variable dans laquelle on va charger nos produits. Donc, on va juste lui dire var pour dire que ça peut prendre n'importe quel type. Et puis, on lui dit contexte. Donc, maintenant, vous allez voir dès qu'on dit point produit, lui, il connaît la table produit. N'est-ce pas? Donc, point to list. Donc, il faut m'afficher tous les produits dans une liste. Et puis, c'est tout, il va les charger. Donc là, on peut appeler cette méthode le constructeur et puis lui dire que dès qu'on fait appel en fait à cette classe, de charger les produits. Donc, on va juste lui dire load data. Et puis, c'est tout. Donc maintenant, pour ce faire, on doit mettre ces produits qu'on a chargés dans la liste produits parce que c'est elle qui sera visible au niveau de la vue. Donc on va lui dire que for each, donc on va la parcourir en fait. For each item in produit, donc on va dire que produit va recevoir ce item. Donc la liste produit.add. Donc on va ajouter dans cette liste le item là. Ou si vous préférez produit. C'est bon? Donc là, il va nous mettre tous les produits et on peut tester au niveau de la vue. Et là où on aura besoin des produits, par exemple, ça sera au niveau de liste des produits. Donc, on va faire un binding. Donc, cette liste-là, en fait, on peut lui dire c'est où la source de ces données. Donc, c'est ça la propriété item source. Item source, c'est vraiment elle qui se permet de charger les données à partir du view model. Donc, on va utiliser le binding ou la liaison des données. Et on va lui dire que sa source de données, c'est produit. Donc, les mêmes produits qu'on a définis ici. Et voilà, à ce niveau. Donc, c'est ça sa source. Ça veut dire que item source là, en fait, ça doit être une liste. Donc, c'est la liste qu'on lui passe ici. Et maintenant, on va lui dire au niveau des colonnes, donc comme on a déjà défini les différentes en-têtes, donc chaque en-tête, on va lui dire quel élément il doit prendre à partir de cette liste, parce qu'il y a nom, quantité, prix, etc.
Donc ici, on va dire un display member path. Donc le membre qu'il va afficher, c'est également un binding qu'on doit faire. Et on lui dit c'est non. Donc c'est non qu'il doit afficher ici. Et vous allez remarquer ici, il ne va pas vous donner d'erreur. C'est parce qu'en fait, il ne connaît pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc on fait la même chose ici. On fait un binding de quantité. Et ici aussi un binding de prix. Donc les noms, ils doivent vraiment être conformes, sinon ça ne va pas venir. Donc prix. C'est bon pour catégorie, on n'a pas encore de catégorie, donc ça ne va pas venir même si on l'ajoute. Et là, on peut tester, mais comme on n'a pas de produit, donc rien ne va s'afficher. Mais je peux tester ici avec mon explorateur de SQL, essayer de simuler. Par exemple, j'ajoute une catégorie. Ici, je dis View Data. Et au niveau de ce data, je dis que j'ai un ID. Donc, je peux pouvoir modifier. Par exemple, je modifie le ID à 1. Donc là, je ne peux pas changer le ID parce qu'il est automatique. Je vais par exemple ajouter un produit alimentaire. Donc, alimentaire, et au niveau de la description, je dis pas de description. Et puis j'enregistre, donc il lui donne le ID 7. Et là, je garde ce ID. Je reviens pour pouvoir faire un enregistrement au niveau de catégorie, au niveau de produit, pardon. Je dis par exemple lait et quantité 5 et prix 100 et catégorie ID 7. Donc là, j'ai ajouté un produit. Et maintenant, lorsque je vais lancer mon projet, donc ici, il y a une exception. Il dit null reference object not set to an instance. C'est-à-dire au niveau de contexte, vous voyez, c'est l'erreur que je disais. J'ai oublié de l'instancier comme je l'ai déclaré à la fin. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je reviens au niveau ici et puis je lui dis que ce contexte, il va prendre un new. Donc, new context. Et bon, et là, je recharge le projet. Donc là, j'arrête le projet et puis je relance. Donc là, vous allez voir, il m'affiche effectivement le produit que j'ai dit. Donc ici, au niveau de catégorie, en fait, il ne va pas pouvoir l'afficher parce que là, si on revient au niveau de la vue, main view, et puis on lui dit display member path, de faire un binding de, je crois, catégorie. Donc déjà, ce catégorie-là, ça n'existe pas parce que ne faudrait pas faire de confusion. Au niveau de view model, c'est qu'on a créé ces catégories avec S. Donc c'est une liste de catégories, c'est pas catégorie en tant que telle. Si on veut accéder à la catégorie, il faudrait passer par son nom. Donc parce que là, c'est tout un objet, on ne peut pas directement l'afficher. Donc on va déjà non seulement l'intégrer parce que ici, produit ne vient pas avec catégorie. Vous allez voir que ici, ça va toujours pas venir. Si on veut que chaque produit vienne avec ses différentes catégories, donc c'est comme on a fait au niveau du modèle ici. C'est en fait à ça que sert cette classe. Donc on peut dire au niveau de la table produit de faire un include de produit.catégorie. Donc là, il va nous ajouter l'objet catégorie au niveau de produit. Donc pour chaque produit qu'il va charger, il va nous afficher sa catégorie. Donc là, il faudrait qu'on l'ajoute, qu'on lui dise que en fait, cette catégorie que tu as chargée, c'est uniquement son nom dont on a besoin.
C'est bon? Donc là, je vais recharger le projet. OK. Donc là, c'est chargé. Vous voyez que la catégorie alimentaire vient maintenant. Parce que c'est là, en fait, qu'elle prend sa source de données d'un produit. Donc, si vous ne lui dites pas, en fait, d'inclure les catégories, vous ne serez pas en mesure d'afficher la catégorie de chaque produit. Donc là, c'est pour le chargement de données. Maintenant, on va passer à la création. Donc, comment créer un produit? Donc ici, on va également créer une méthode private void, donc ajouter. On va l'appeler ajouter. Et puis, on va lui dire à l'intérieur, en fait, il y aura une variable quantité qui va prendre la quantité. Il y aura une variable prix qui va prendre le prix. Et puis maintenant, c'est avec ceux-là qu'on va venir créer notre produit. Donc, on va dire, il y aura un objet ou bien une variable produit. Donc, on va dire new produit. Donc, ça devient un objet. Et maintenant, dans ce produit, on définit les différentes propriétés. Donc, à savoir le nom. Et au niveau du nom, ça va naturellement prendre la propriété qu'on a définie au début. Donc, si elle est vide, on va prendre un string.empty, donc une valeur vide. Et après le nom, nous allons également définir la quantité. La quantité, donc c'est ce qu'on vient de récupérer. On pouvait également le faire directement. Et là, le prix. Donc le prix ici, en fait, pour le premier cas, il faudrait le considérer comme la propriété de la classe produit. Et là, comme la propriété de cette classe qu'on a définie, donc pour le view modèle, c'est ça ici, prix. Donc, et bien sûr, il y aura catégorie ID. Donc, on va lui dire qu'en fait, on doit définir ici une propriété selected catégorie. Donc, pour la catégorie qui sera sélectionnée, c'est ça ici. Ok, on l'a défini. Donc, on va prendre selected catégorie point ID. Donc, le ID de la catégorie qui est sélectionnée. Donc, ici, il y aura bien sûr point virgule. Et on va dire à notre DB contexte point produit. Donc, en fait, part au niveau de la table produit et ajoute ce nouveau produit donc qu'on vient de définir ici. Et vous voyez, c'est vraiment très simple de faire des ajouts des, ou bien des ajouts, des modifications. C'est vraiment comme ça que ça se fait. En 3-4 mots, vous le faites déjà. Donc, maintenant, on va appeler ça au niveau de notre vue. Donc, on va dire au niveau de la vue que lorsqu'on va cliquer sur enregistrer, donc on va chercher le bouton enregistrer qui est ici ajouté. On va lui faire un binding de la commande. Donc ici, les boutons enregistrés peuvent prendre des commandes en fait. Ces commandes, eux aussi, ils prennent des bindings. Donc partout, c'est vraiment des liaisons. Et il va être bindé à ajouter. Donc là, en fait, on ajoute le nom de la commande et on ajoute commande à la fin. Donc si vous n'ajoutez pas cette commande, ça ne va pas marcher. Ça veut dire que là, si vous lui dites ajouter commande, il va aller dans le view modèle, il va chercher partout, il va voir un relay commande qui a ce nom, et il va considérer ça comme commande. Donc pour que ça marche, il faudrait qu'on ajoute cette propriété relay commande. C'est en fait elle qui va faire en sorte que ajouter soit vraiment une commande. C'est bon, donc là, comme on l'a appelé, on peut directement partir tester, voir est-ce que ça marche réellement. Mais bien sûr, ça ne va pas marcher parce qu'on n'a pas dit c'est quoi le nom, c'est quoi le prix, etc. Donc, on doit revenir au niveau de nos textbox et puis les définir. Donc, au niveau de textbox, ici, on va dire que son texte, donc ça sera un binding. Donc, ce qu'on va écrire, en fait, c'est ça le texte. Ça sera un binding de nom. Donc, le nom, en fait, c'est elle la propriété qu'on va définir ici. Donc, elle est là spécifiquement pour ça, pour récupérer ce nom. Donc, on fait de même avec les autres propriétés au niveau de catégorie, de quantité, pardon. Donc, texte, on fait un binding de quantité. OK.
Et puis, non, ça doit être au niveau du text box. Donc, on a texte, binding de quantité. Si vraiment vous faites une erreur ici, ça ne va pas marcher. Pour le prix unitaire aussi, pareil. Donc, on fait un binding de prix. Et maintenant, au niveau de la catégorie, donc, je pense que ça serait mieux de créer une méthode qui va en fait afficher les différentes catégories parce qu'on a déjà défini la classe de l'autre côté. Donc, il y aura une classe qui va se charger, une commande de charger les catégories. Donc, on peut la définir ici. Elle sera également une void. On va l'appeler seed catégorie. Donc, pour juste charger les différentes catégories, si c'est vide, bien sûr, pour qu'on ait vraiment des objets. Donc, on va dire contexte. Maintenant, au niveau de la table catégorie, d'ajouter, en fait, on va faire un add range. Add range, en fait, il fait un ajout, et on va dire par groupe. Donc, il peut ajouter plusieurs éléments à la fois. Donc, dans ce add range, on va dire new catégorie électronique, clothing, book, etc. Donc, il va directement les ajouter. Et pour que ça marche, on doit dire contexte.save change. Donc, ici, comme c'est un ajout, ce n'est pas une récupération, il faudrait sauvegarder ça dans la base. Donc, cette méthode, on va l'appeler aussi ici, cette catégorie. Mais bon, donc là, je vois une erreur ici. Ça me dit que ça missing partial modifier. Donc, cette classe, en fait, comme elle contient des relais commandes, elle doit être partielle, sinon ça ne va pas marcher. Donc, c'est une classe partielle, en fait. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on pourra la rendre accessible à la vue. Donc là, on peut retourner au niveau de notre combo box et puis lui dire que son item source, donc ça, on n'a plus besoin de ça. On va plutôt lui donner un item source, donc comme au niveau de list view, on a item source et puis on va binder la liste de catégories qu'on a de l'autre côté. Donc liste catégorie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il doit afficher? Lui, donc il a également un display member path. Et puis ici, on n'a pas besoin de binding, on va lui dire non. Il va automatiquement prendre ça et le selected. Donc il a un selected value path. Donc ID, c'est en fait le chemin de ce qu'il sélectionne de façon unique. Et le selected item, c'est ici qu'on aura besoin de binding parce que c'est ici qu'on lie directement à une propriété de la classe. Donc on va binder ça à selected. Je vais copier ici selected catégorie. Donc pour ne pas commettre d'erreur. Et je colle ça ici. Donc ici, vous voyez qu'on a créé au niveau de nos catégories, on les a directement liées. Donc on les charge et puis on les lie. Donc au niveau de combo box, on va tester voir si ça a déjà marché. Est-ce que ça charge les catégories? Donc ici, on remarque qu'il n'y a aucune catégorie. Ça veut dire qu'il y a un souci quelque part. Le souci est qu'on a bindé directement la liste catégorie alors qu'elle est vide. Donc nulle part on lui a dit de charger les catégories. Donc maintenant le site de catégorie là, je pense qu'on va le faire avant le chargement. Sinon, donc il ne va pas le faire. Donc il va charger, ensuite il va ajouter. Donc ce qu'il va charger va venir vite. Donc ici on fait la même chose, on dit var catégorie et puis c'est égal à contexte point catégorie. Donc il va nous charger les différentes catégories point toList. Donc on n'a pas besoin des produits, donc on ne va pas faire de include. Et puis on fait un for each de item. Et item for each donc var item une catégorie. On va parcourir tous les éléments de la liste catégorie qu'on vient de parcourir. Donc c'est pas catégorie, c'est plutôt catégorie en minuscule. Et puis on va les ajouter dans la grande liste. Donc on va dire catégorie.add et puis on les ajoute un par un. Donc là, on va recharger notre projet.
Ok, et là on voit qu'on a les différentes catégories. Donc ça c'est la première qu'on a ajoutée et ça ce sont les autres. Et là vous voyez qu'il y a des duplications. Ça veut dire qu'on n'a pas contrôlé en fait au niveau de cette méthode quand est-ce qu'il faut ajouter ces catégories. Donc il va falloir lui spécifier, mettre une condition qu'en fait c'est lorsqu'il n'y a pas de catégorie dans la base qu'il faut. Donc on va dire if context point catégorie point any. Donc le any là, ça va vouloir dire que s'il y a au moins une catégorie, donc de faire le chargement. Vu que nous, c'est pas ce qu'on veut, donc on va dire un note. Donc s'il trouve rien dans la base, là, il va les ajouter. OK. Donc là, on a nos différentes catégories. Donc on peut passer à la création de notre produit. Donc on va par exemple dire robe. Donc quantité, ça sera 2. Ici, il y a le prix unitaire qui manque. Donc on va vérifier pourquoi est-ce que ça ne vient pas. Donc au niveau de text box, on a text box de nom, quantité. Voilà, ici j'ai mis template au lieu de texte. Donc c'est pour ça que le prix ne venait pas. Donc là j'ai le prix unitaire, je peux dire que c'est à 2000. Là je choisis clothing et puis j'ajoute. Donc là j'ai ajouté mais je ne sais pas si ça a marché, je dois recharger le projet. Ok, donc là, on voit bien que ça n'a pas marché, ça n'a pas ajouté. On va chercher c'est quoi l'erreur. Donc, pour pouvoir détecter cette erreur, on va mettre un try catch au niveau de notre main view model et cela va nous permettre de voir est-ce que réellement il fait ce qu'il fait. Donc, try et puis catch comme ça. Quand il y a une erreur, donc il va nous afficher c'est quoi l'erreur. Donc là, on va ajouter un catch pour nous prendre c'est quoi exactement l'exception. Et ici, au niveau de catch, on va lui dire que dès qu'il y a un problème, de nous envoyer l'erreur. Donc, on va le faire avec system.window. Donc, pour afficher une fenêtre avec message box qui va nous afficher erreur. Et puis, il va nous dire c'est quoi l'erreur. Donc, ici, on dit plus x. Ok, donc là, on va réessayer. On ajoute produit, par exemple, huile, catégorie alimentaire, prix 67, quantité 2. Et puis j'ajoute. Donc là, il n'y a aucune réaction. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur à ces niveaux. Je crois que le problème vient au niveau de quantité et prix parce qu'on n'a pas converti. Donc normalement, on doit quand même les convertir parce que de l'autre côté, ils viennent de type texte. Donc ici, si on regarde au niveau de la vue, le textbox, il les prend comme chaîne de caractères. Donc on doit quand même les convertir. Quantité, ça sera to int 32 parce que c'est pas si énorme que ça. Et puis au niveau du prix, on va convertir ça en décimal. Donc, comme ça, on n'aura pas de problème côté base de données. Donc là, au niveau de catégorie ID, on a tout spécifié. Maintenant, oh, je crois que l'erreur se trouve plutôt ici. En fait, lorsqu'on a fait le add, on n'a pas fait de save. N'est-ce pas? Le save, c'est au niveau de catégorie qu'on a fait ça. Donc, on doit plutôt lui dire context save changes. Parce qu'il n'a pas mis d'erreur, donc c'est pas en fait une erreur de type. Mais ça, il faudrait quand même le faire juste pour une question de contrôle. Et puis juste après le save, on va lui dire de nous load data. Donc comme ça, on n'aura pas à recharger le projet. Donc on relance le projet. Maintenant, on essaie d'ajouter par exemple huile, quantité de litres, prix unitaire 1000 francs. Et puis ici, électronique, non, alimentaire par exemple. Et puis on clique sur ajouter. Et là, vous voyez qu'il a ajouté. Et puis, il double cela en fait parce il n'a pas vidé ça avant de recharger.
Donc, vous voyez, on doit maintenant vider si on veut vraiment qu'il ne fasse pas de doublons. Donc, pour pouvoir vider, c'est très simple. On va venir au niveau de notre méthode qui charge les données. Et là, au-delà, on va lui dire, avant toute action, produit avec S, donc on doit lui faire un clear. On doit vider ça avant de faire cela. Et pour catégorie aussi, on va dire catégorie.clear. Donc, on vide les catégories avant de pouvoir ajouter d'autres. Donc, et comme ça, on n'aura pas de doublons. Donc, on recharge. Et puis là, vous voyez, on a nos deux produits. Maintenant, si j'ajoute robe, par exemple, du quantité 1, prix unitaire 3000, je choisis catégorie clothing, par exemple. J'ajoute sur ajouter, vous voyez qu'il m'ajoute robe une seule fois. Donc là, on va arrêter la vidéo ici parce qu'elle est assez longue et dans la prochaine, nous allons faire les deux autres actions restantes. Donc la modification et la suppression.